même lignée que tous ceux qui sont intervenus déjà avant moi et les dernières personnes qui vont intervenir aussi, pour parler donc de la trace à l'écriture, le chemin des identités personnelles, culturelles et scolaires. Alors, donc moi j'aimerais vraiment rentrer plus précisément dans le processus de la trace, de l'entrée du petit enfant dans le monde de l'écrit. Alors, je suis psychopédagogue aussi, donc je m'inscris vraiment dans le champ, cette fois dans le champ pédagogique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le groupe scolaire et tout ce qu'on peut faire au niveau de l'école. Pourquoi ça m'intéressait beaucoup le thème de ah, comment je fais pas, ah, voilà. Pourquoi le thème en maternelle? Donc, en tant que graphothérapeute aussi, comme le disait Marie-Pierre, en tant que graphothérapeute, je reçois la plupart de mes enfants, des enfants qui viennent en consultation, ils ont 8 ou 9 ans, et en fait, ils arrivent avec un diagnostic posé de dysgraphique, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie réelle, une fragilité du geste d'écriture, qu'on constate et qu'il s'agit de remédier. Donc, quand on voit les exercices et les pratiques qu'on fait avec des enfants de 8-9 ans, en réalité, ce sont des choses qu'on pourrait faire tout à fait en maternelle. Donc, l'aspect prévention me semble vraiment important dans le sens de bien comprendre qu'en maternelle, on peut faire énormément on peut poser des actes et on peut mettre des contextes qui réellement font de la prévention par rapport à la remédiation de l'écriture. Ensuite, un deuxième thème aussi, c'est que surtout avec la situation du Covid et de la pandémie qu'on a vécue, il y a eu une effervescence et une explosion du numérique dans les vies familiales et dans les vies scolaires. Donc ça nous interpelle dans le sens de voir, mais au fond, aujourd'hui, donc face au temps d'écran qui est de plus en plus envahissant, les activités de graphisme, quel est le sens? Et justement, la réappropriation de tout ce geste dont on a parlé longuement déjà avant moi, elles prennent vraiment un sens renouvelé et qu'il est intéressant de remettre vraiment en grande conscience à la fois des parents et des enseignants. Et ensuite, une chose maintenant qui est claire aussi, qu'on apprend énormément grâce aux neurosciences, c'est la question des apprentissages avant 7 ans qui structurent réellement l'être humain. Donc on va encore en reparler, mais c'est quand même... on commence à voir qu'il y a de plus en plus de seuils, en fait, d'apprentissage qui sont intéressants. Alors, ce que les neurosciences nous enseignent, je voulais juste parler de 3 thèmes. Bon, les neurosciences, c'est absolument passionnant. Pourquoi? Parce que c'est en pleine évolution et parce qu'encore hier, j'entendais un neuroscientifique qui expliquait pourquoi c'était tellement important la lecture et l'écriture, parce que sans se rendre compte, dans les 12 années qui nous emmènent dans la littérature et dans le peaufinement de l'écriture, en réalité, le cerveau imprègne des sociétés et des cultures vraiment très anciennes. Donc toute cette sédimentation, quelque part, de tous ces paysages sociaux rentre dans le cerveau de la personne qui lit et qui écrit. Je trouvais ça encore un nouvel apport dont on parlait hier, en fait. Donc, chaque jour, les neurosciences découvrent de plus en plus. Donc, mes 3 thèmes, peut-être particulièrement importants par rapport aux enseignants surtout, c'est premièrement que tout apprentissage nécessite il y a des lettres qui ont disparu, nécessite des processus sous-jacents. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. D'accord? Donc, tout ce qui est motivation, mémoire, attention, mais évidemment aussi l'inhibition et également la planification. En fait, toutes ces fonctions-là, si vous pensez au dessin, à l'écriture, c'est quelque chose qu'on investit énormément. Donc ça, c'est un thème qui est beaucoup étudié par les neurosciences. Un deuxième thème, c'est de bien savoir et bien prendre conscience de ça, c'est que le langage écrit, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc maintenant, on a pu montrer que dans le cerveau, en fait, il y a des neurones qui se sont déplacés, de la reconnaissance du visage, qui se sont déplacés vers l'aire du langage pour pouvoir se spécialiser dans l'écriture. Donc c'est quelque chose qu'on acquiert, ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît, contrairement au langage oral qui s'acquiert par communication et par imitation. Donc c'est vraiment quelque chose à acquérir. Et où est-ce qu'on l'acquiert? Eh bien, c'est à l'école.
Donc, d'où l'importance de bien comprendre ça. Et le troisième thème, qui est la visée neuroscientifique, c'est de comprendre que l'écriture, en fait, ce sont trois compétences à acquérir en réalité. C'est la compétence graphomotrice, donc motricité fine, la compétence lexicale, le vocabulaire, et la compétence textuelle, c'est-à-dire organiser un texte. Et en fait, la grande difficulté, c'est que pour écrire, il faut que ces trois composantes puissent fonctionner ensemble de manière synchrone et de manière combinée. Donc, et souvent, quand on parle de dysgraphie, etc., c'est en réalité ce qu'on appelle les doubles tâches, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à faire les trois en même temps. D'accord? Donc ça, c'est un point de vue neuroscientifique qui est différent, et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir les psychologues qui expliquent également leur point de vue et leur regard plus projectif, qui est un regard dont s'exclut volontairement les neurosciences, hein, alors que l'écriture, en fait, combine l'ensemble de ces points de vue-là. Donc, on a parlé du point de vue neuroscientifique. Du point de vue psychologique, j'en parlerai juste un tout petit peu parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Et encore, Marie-Pierre nous a fait une très, très belle démonstration de tout ce qui existe et de toutes les manières de tester en psychologie clinique, hein. Donc, simplement dessiner, écrire, ben, c'est clair que c'est la projection de soi. Illustre l'estime de soi, on en a parlé, la construction de son identité et la relation avec le monde. Alors, j'aime bien ce dessin-ci qui est en fait l'illustration du test. En fait, c'est la Dame de Fée que j'ai adapté. Donc, j'ai repris le test de la Dame de Fée et j'en ai fait un test spécifique qui est l'enfant au parapluie. Donc, c'est une adaptation, mais qui, utilisée comme je le pense, c'est qu'il y a plein d'éléments, justement, de l'illustration de son propre schéma corporel, du genre aussi, et aussi de l'entrée dans le langage symbolique. Puisque ici, cette petite fille, donc c'est une petite fille de 7 ans, donc assez jeune, qui adore dessiner. Donc on voit que le dessin, c'est tout un univers en réalité. Et ce qui est super intéressant, tu as parlé un tout petit peu aussi, Marie-Pierre, c'est le moment où les enfants commencent à illustrer et à peaufiner ou à exagérer ou à affirmer leurs propos grâce à des premiers mots. Donc, par exemple, les phylactères qui commencent à se mettre avec des mots à l'intérieur. Je trouve ce moment brillant. Et là, on y est. C'est-à-dire que la curiosité graphique se met vers l'écriture et la symbolique est déjà en jeu. Je trouvais ça vraiment... Ce moment-là est vraiment intéressant. Du point de vue pédagogique, je pense que c'est vraiment important de parler de l'écriture. Pourquoi? Parce que pour les élèves, malgré tout, hein, malgré le numérique, malgré les autres outils, écrire reste l'outil pour toute sa vie scolaire. Encore dernièrement, il y avait une étude qui montrait que les étudiants, donc 18-22 ans, les étudiants estimaient qu'ils apprenaient mieux quand ils prenaient note à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Donc encore aujourd'hui, tout le monde, tous les étudiants, donc tous ceux qui travaillent au niveau de la connaissance, ils estiment que l'écriture manuscrite reste quelque chose d'essentiel. Le numérique accompagne bien sûr, et c'est certain qu'avec la place du numérique aujourd'hui, notre cerveau va évoluer. Et c'est clair qu'il y a certains avantages. Par exemple, le fait d'utiliser les deux mains, etc. Donc, il y a plusieurs études qui sont en cours pour l'instant pour voir aussi comment le numérique accompagne réellement l'écriture manuscrite. Donc, ce n'est pas l'un à la place de l'autre, mais c'est l'un qui puisse accompagner l'autre pour tous les avantages que ça permet l'écriture. Les enseignants, alors c'est très intéressant de prendre un peu connaissance des différentes recherches qui abordent le thème de l'écriture par rapport aux enseignants. Qu'est-ce que les enseignants pensent de l'écriture de leurs élèves en réalité? Alors la première chose qui est claire et nette, et ça je pense que c'est international, enfin le fait de travailler au Québec, en Belgique, en Afrique, etc., c'est clair que les enseignants estiment qu'ils sont beaucoup trop peu formés.
hein. Quand on parle de tout l'impact de l'écriture, quand on explique ce que ça veut dire au niveau des enfants, ils estiment qu'ils sont vraiment très, très peu formés. Ensuite, une grande erreur, mais qui est tout à fait normale aussi, c'est que quand on parle de l'écriture, en fait, les enseignants, ce qui les préoccupe, c'est que l'écriture n'est pas lisible. Donc, c'est la production qu'on analyse, mais on ne va pas analyser le processus. Alors qu'en fait, on voit que si on veut vraiment emmener l'enfant dans un acte d'écriture efficace, il faut qu'on regarde l'enfant avec son attitude et toute sa portée qui finalement va s'exprimer dans la production graphique. Mais la production, c'est évidemment juste le résultat de tout un processus et de toute une attitude qui sont intéressantes à développer, à travailler, comme on l'a illustré juste maintenant, hein, tout le travail avec la terre, etc. Ça entraîne une gestuelle, ça entraîne une attitude corporelle et mentale et émotive aussi, qui à un moment donné peut se canaliser grâce à l'écrit. Donc, le gros problème, c'est que l'évaluation se passe uniquement à partir des productions et en fonction de normes. D'accord ? Il y a des normes pour dire si c'est bien, pas bien, à quel âge, etc. Et donc, les enseignants, sincèrement, donc nous, on donne... Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Educar, dont l'objectif, c'est de vraiment faire des formations beaucoup dans les écoles. Et c'est le discours récurrent, c'est que les enseignants disent qu'ils ne savent pas comment faire. D'accord ? Donc, c'est de là la nécessité de parler de l'entrée dans l'écrit. Alors, donc, je voulais parler vraiment des priorités en maternelle. Alors, la première chose, c'est la multisensorialité. En neurosciences, on parle de multimodalité. C'est la même chose, multimodalité, multisensorialité. Ce qui est clair, c'est qu'avant de faire un quelconque acte, il y a la réception et l'expression passent par les sens. Donc, mais les sens, c'est l'audition, c'est le visuel, c'est le tactile aussi, et c'est le kinesthésique, hein, c'est le mouvement aussi. Donc, c'est tout ça les sens, ce n'est pas uniquement le visuel et l'auditif. Visuel et auditif, souvent on en parle, mais le reste, on en parle très très peu. Donc, en maternelle, vraiment être attentive à développer cette idée de multisensorialité a vraiment beaucoup de sens. La deuxième chose, c'est le langage oral. C'est clair qu'on en a parlé plusieurs fois ici, c'est que c'est le son qui se transforme en un signe graphique. Donc, si le son n'est pas bien perçu, si le langage, si le mot, je ne l'ai pas dans ma boîte de vocabulaire ou je ne sais pas l'articuler, je ne vais pas arriver à le projeter sur le papier. Donc, le langage oral est essentiel en maternelle. La motricité, alors la motricité globale d'abord, donc on a parlé du corps, on a parlé du schéma corporel, on a parlé du mouvement, tout ça est très très important avant d'arriver à la motricité fine. Donc c'est important parce que très souvent en maternelle, les enseignants s'inquiètent parce que l'enfant ne tient pas bien son crayon. Mais en réalité, la tenue du crayon, c'est vraiment quelque chose qui est au bout ou en finalité de toute une expression corporelle beaucoup plus globale. Nous en reparlerons. Et le quatrième point, la relation à soi et aux autres. Donc, si une enseignante de maternelle dit « mais à quoi je dois faire attention pour l'écriture ?» Il me semble que ces 4 thèmes-là, si déjà ces 4 thèmes-là sont soignés, c'est magnifique et on est en plein dans la prévention. Alors, donc voilà quelques exemples ici de multisensorialité. Alors, le premier exemple ici, donc ça, c'est un travail avec les vagues, c'est-à-dire qu'il y a des vagues d'écriture qui sont des mouvements, et donc les premières traces, on invite à les faire avec de la peinture. Donc, on met la peinture, les mains dans la peinture, et puis on va tracer, et ça, c'est seulement un enfant, donc il fait ses traces de vagues, et il peut prendre les couleurs qu'il veut. Donc, ça donne des créations souvent spectaculaires. Ensuite, ici, vous voyez la petite fille, ça illustre vraiment le fait, on va travailler la boucle. Mais comment est-ce qu'on va travailler la boucle? Eh bien, on peut travailler la boucle en avançant, c'est-à-dire, hein, si je fais ce geste-là, ben, je suis occupée à vivre cette boucle de manière kinesthésique. C'est-à-dire qu'elle monte, elle revient vers moi, et puis elle se croise, et elle continue ce geste-là. Donc, ce vécu corporel, parfois, permet là de comprendre
que pour faire ta boucle, eh bien, tu dois revenir faire le croisement. Hein? Donc, c'est une visée kinesthésique. Ici, vous voyez un transcodage en réalité. Hein? Vous voyez que il y a des sons courts, il y a des sons longs, et les sons courts sont représentés par une couleur bleue, le son long est représenté par une couleur rouge. Donc vous avez des sons longs, des sons courts, des sons longs, des sons courts, qui sont chaque fois représentés. Donc c'est l'idée de passer d'un code visuel à un code oral. Et là, je vous ai mis cette image-là. Donc j'ai participé à un atelier de calligraphie chinoise, et j'étais vraiment très touchée par la manière dont le professeur, donc japonais en l'occurrence, nous proposait donc de se mettre autour de nous, de prendre la main, et que notre main sentait vraiment le mouvement avec lequel il rentrait dans ce geste graphique. J'ai trouvé ça super intéressant, et malheureusement avec le Covid, on ne peut plus le faire, mais souvent je me mets derrière l'enfant et je lui prends cette main, hein, et ainsi il se laisse aller, il se laisse guider dans vraiment cette sensation de ce mouvement graphique. Je trouvais ça assez... En plus, le côté affectif aussi, hein, quand vous sentez vraiment cette sécurité de cet accompagnant qui vous entraîne dans le geste. Alors, donc, le langage oral. C'est quoi le langage oral? Alors, c'est intéressant de voir la progression, simplement. Quand on parle de discrimination phonologique, hein, c'est bien comprendre le P-A, P-A, ben là, tu as des phonèmes, hein, tu as 4 phonèmes, mais avant d'arriver là, c'est intéressant de connaître la progression. Donc, la progression, c'est quoi? C'est de commencer d'abord par le son. C'est-à-dire, si j'entends, hein, avec un tambourin, je fais un boum, et puis après, je prends un plus petit tambourin, je fais la même chose. C'est intéressant de voir si l'enfant va reconnaître la différence de son. Hein. Et en fait, c'est toute une manière d'aiguiser l'oreille pour l'affiner et pour l'emmener vers une discrimination plus fine qui concerne à ce moment-là le langage oral. Donc après, on peut commencer avec, par exemple, les syllabes. Donc comprendre que après le son, c'est la syllabe. Avant de comprendre pe-a, c'est pa. D'accord? Donc les premiers signes, les premières lettres, les enfants spontanément vont interpréter qu'une lettre, c'est une syllabe. Et c'est tout à fait normal. Hein? Donc c'est vraiment cette progression-là. Et ensuite, on va arriver à savoir que chat, c'est ch, a, et d'entendre le ch, et puis d'entendre le a. Hein? Donc, cette progression-là, elle est quand même importante à comprendre, surtout pour les enfants qui n'y arrivent pas. D'accord? Donc, donc, vers 5 ans, normalement, les enfants distinguent bien les différents phonèmes, mais certains ne le distinguent pas. Donc, commencer directement à rentrer dans quelque chose de graphique alors que la distinction phonologique n'y est pas, ça ne va pas. Donc, revenir à des activités plus simples et plus économiques au niveau auditif va permettre de rentrer dans l'écriture. Ensuite, donc, ici, c'est simplement des illustrations d'activités pour le langage oral et la métagraphie. Alors, ça, c'est un petit test aussi pour les enseignants que je trouve extraordinaire, qui s'appelle l'écriture inventée. Je ne sais pas si vous connaissez, de Emilia Ferreiro. Donc, Emilia Ferreiro, c'était une linguiste et une psychopédagogue argentine qui a inventé ça, mais le test existe en français aussi. Et donc, l'idée, c'est de présenter des dessins à un enfant qui ne sait pas écrire. Et alors, on voit comment il construit avec ce qu'il a comme matériau graphique. C'est super intéressant, parce que certains vont, par exemple, vous voyez, la souris, c'est petit, donc l'enfant va croire qu'il faut faire seulement quelques petites lettres, quoi, parce que c'est petit. Hein? L'éléphant, il est grand, alors il va faire un beaucoup plus grand mot, vous voyez. Donc, ça reflète vraiment dans quel moment cognitif l'enfant est par rapport à l'étude de sa graphie. Donc, j'aime bien ce terme de métagraphie, parce que c'est là qu'il commence à construire sa propre élaboration de l'écriture, sa propre logique de l'écriture. Et c'est assez passionnant de comprendre pourquoi.
Là, donc l'enfant de 5 ans, hein, ce sont des graphismes tout à fait normaux pour 5 ans. C'est l'enfant qui, en maternelle, a appris à copier, hein, certaines lettres en imprimé. Alors là aussi, très intéressant de savoir pourquoi les enfants commencent en bâtonnet ou en imprimé ou en lettres détachées. C'est toujours une question chez les enseignants aussi. C'est clair que quand vous ne comprenez pas ce que vous regardez, ce qui est le cas hein, chez les petits qui ne savent pas encore lire et écrire, eh bien, c'est plus simple d'isoler les lettres pour pouvoir, les lettres qui sont en fait des dessins, pour pouvoir les refaire tant bien que mal, mais les copier. Donc, ils sont dans un processus d'imitation et pas du tout de création de l'écriture. Ce qui va changer, évidemment, ça va être révolutionnaire à 6 ans, quand ils sauront lire et écrire, et où le mot va commencer à alimenter une boîte de vocabulaire. À partir de là, ils vont pouvoir passer par un geste graphique délié. Alors, donc la motricité, oh, on en a parlé. Comment je reviens? C'était ça? Oui, voilà, c'est ça. La motricité, donc voici un exemple d'une activité que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est vertical, horizontal. Alors, tout simplement, hein, on fait une petite chanson et on chante donc vertical, vertical, vertical. Je chante à la verticale, 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 verticale. Je chante à la verticale. Et évidemment, pendant qu'on dit verticale, eh ben je saute verticale, verticale, verticale. Les enfants, ils adorent. Hein? Donc, ils sautent, ils sautent. Et puis, on dit horizontal. Et quand on dit horizontal, ils se couchent par terre. D'accord? Et puis, verticale, verticale, verticale. Bon. Et puis, on prend un papier. Et alors, on fait la même chose. Verticale, verticale. Et donc, les enfants se mettent comme ils veulent. Et alors, ils vont faire des verticales, verticales, verticales. Vous voyez? Accompagné d'un piano ou d'une guitare, ça donne beaucoup mieux que ma belle voix, mais bon, ça c'est autre chose. Mais donc voilà, et je vous assure que, après, ils savent ce que c'est vertical et horizontal. Hein, vous voyez? Mais donc, c'est un peu un exemple d'activité qui passe par le corps, toute simple, mais ça marche. Alors, l'autre thème qui est quand même, là on parlait beaucoup avec Claude Sternis, avec Charlotte, etc., de l'envie d'écrire, hein, de cette découverte, d'entrer dans ce monde invisible de l'écriture. Et évidemment que petit à petit, et ça c'est l'apprentissage de l'école aussi, c'est que l'enfant va se situer par rapport aux autres. Donc faire des activités, par exemple la fresque des prénoms, c'est quoi? C'est que les enfants vont soit mettre leur prénom comme ils le peuvent, soit c'est nous-mêmes qui écrivons le prénom, mais ils vont créer une fresque ensemble. Et en fait, le fait de participer à la fresque de l'autre aussi, ça crée des espaces communs qui sont très porteurs et très, très jolis. Donc, la fresque des prénoms. Donc, c'est une manière d'animer l'activité de telle sorte que j'existe par et grâce à l'autre. Et cet amour de cette situation-là est assez positive dans le sens de vraiment créer ce plaisir d'exister pour et avec l'autre. Là, c'est une activité qui concerne les prénoms, le prénom en rafale. Donc, c'est sur le site educar.be. Hein, donc, ce sont toutes des activités qu'on fait avec notre association et qui tient très fort en compte aussi le premier mot que les enfants vont écrire, c'est leur prénom. Et quand on parlait qu'aujourd'hui, c'était le thème de l'identité, je pense que quoi de plus porteur pour l'identité que son prénom. Donc, toutes les activités qui sont liées à l'articulation du prénom correctement, à la valorisation du prénom grâce aux petites fleurs, grâce au décor, etc. Tout ça, c'est extrêmement porteur au niveau de l'entrée dans l'écrit et de l'entrée de la construction de son identité grâce à son prénom, qui a beaucoup de sens. Hein? Alors, quel est le rôle de l'enseignant par rapport à cet écrit? Il est essentiel et capital. Je pense que les enseignants doivent vraiment s'en rendre compte, et particulièrement en maternelle. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui va inviter l'enfant à prendre plaisir et à entrer
dans cette émergence de quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie. Donc, l'enseignant accompagne les découvertes, observe les processus développementaux, les stratégies intellectuelles, motrices, sensorielles. Dans ce sens-là, c'est vraiment super intéressant d'avoir des petites grilles d'observation. Hein, donc, nous, on en a construites quelques-unes pour les enseignants, pour qu'ils puissent avoir certains critères d'observation, sortir de l'aspect uniquement normatif. Est-ce que son bonhomme, par exemple, le dessin du bonhomme, est-ce que le bonhomme, il a été bien fait, pas bien fait, est-ce qu'il a des bras, pas de bras, etc. Parce que c'est, à mon sens, le test du bonhomme, par exemple, ne devrait pas être fait en classe. Parce que les enfants sont tous l'un à côté de l'autre, parce qu'ils vont copier les uns sur les autres, parce que l'enseignante, elle estime qu'il doit avoir 2 bras, parce qu'il doit avoir 2 jambes. Et donc, elle dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait un bonhomme, il faut que tu traces tes 2. Et donc, il y a une pression par rapport à comment tu dois dessiner un bonhomme, comment tu dois dessiner une fleur. Alors qu'en fait, en psychologie ou dans notre cabinet, on peut l'intégrer, mais avec une autre vision. Donc, c'est intéressant. Mais par contre, donner des outils aux enseignants, beaucoup d'enseignants sont demandeurs d'avoir des petites grilles d'outils. Et maintenant, il y a de plus en plus d'ouvrages dans lesquels ils proposent une grille simplifiée. Et c'est très intéressant, surtout par rapport à nous, qui sommes des professionnels de la remédiation ou même des psychologues, avoir une explication de ce que l'enseignant observe jour après jour, parfois en différence du matin et de l'après-midi. Avoir cette possibilité d'observation-là, à nous, professionnels, ça nous aide aussi comme complément d'information et comme travail commun avec l'enseignant. Alors, donc ici, je voulais juste montrer ce qui, à notre sens, est un peu la base de ce qu'on peut acquérir en maternelle, donc en préscolaire, pour être bien parti pour l'entrée dans l'écriture cursive. Alors, à ce moment-là, cursive, c'est-à-dire liée. Alors, en maternelle, donc, ce qu'on peut travailler, donc voilà les 4 mouvements de base. On en a 2, donc les boucles et les vagues d'écriture, dans lesquelles on a 2 dimensions. On n'a pas 3 dimensions, on a 2 dimensions. Donc, tout le travail avec le petit, le grand, le petite souris, grand éléphant, etc. Le travail de codage, c'est-à-dire quand je mets une couleur, c'est une grande boucle, quand je mets une autre couleur, c'est une petite boucle. Donc, on travaille tout ce décodage. C'est super intéressant pour la boucle et pour les vagues d'écriture. Les M et les N, donc les ponts, on les fait avec des petits moutons. En français, on a ou bien 2 ponts ou bien 3 ponts. On n'a pas 4, on n'a pas... Donc, toutes les activités où on fait tous des petits ponts, à mon sens, on ne fait pas du prérequis à l'écriture, parce qu'en français, ça n'existe pas. Donc, c'est quand même intéressant de rentrer dans des formes et des dynamiques qui correspondent à l'écriture. Par exemple, vous voyez le point vert et le point rouge. Simplement, c'est clair que tu commences à gauche, tu commences là, et tu termines à droite. Alors l'enfant au départ, en maternelle, il peut commencer au milieu, à gauche ou à droite. En fait, il n'y a aucune logique, et il a tout à fait raison. C'est tout à fait de sondage. Donc, c'est intéressant, si on est dans le thème du prérequis à l'écriture, de savoir, en fait, qu'est-ce que je vais travailler? Je vais travailler l'organisation spatiale. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de ligne. Pourquoi? Parce que les enfants, naturellement, ont une certaine horizontalité. Donc, c'est une chose qu'on avait vue, c'est qu'on se demandait si les lignes, en fait, n'empêchaient pas l'horizontalité. Pourquoi? Parce que les enfants à qui on demande de faire des petites et des grandes boucles, si on ajoute une ligne, certains enfants, ils vont s'attacher à garder la ligne. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'il expérimente les petits et grands. Vous voyez? Et donc, on a vu que certains enfants n'ont pas du tout intégré, c'est comme une double consigne, en fait. Donc, au départ, pour tout ce qui est maternel, nous, on ne met pas de ligne. Et le dernier mouvement, c'est le mouvement un peu plus complexe, de l'arrondi, toujours avec un point vert, avec une direction. Donc là, on met des petits smileys. Et puis, on demande à l'enfant de tourner autour, de rejoindre, tourner autour et de fermer la lunette. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu donc, l'orientation, c'est important. Là, c'est l'orientation. Et c'est que c'est le seul mouvement qui ne démarre pas à la ligne de base, qui démarre à 13h.
D'accord? Donc, ça sont évidemment, on ne parle pas de E et de L, hein. On parle de petites boucles et de grandes boucles. On parle de mouvements. Voilà. Alors, en conclusion, donc, l'école maternelle invite à entrer dans l'écrit. Les productions graphiques développent la coordination motrice globale et fine, le langage, l'estime de soi, la relation à l'autre, l'accès au symbolisme, l'attention, la mémoire. La qualité de l'expérience en maternelle peut être déterminante pour le futur. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis bon plaisir d'écriture.